Aline Moreau, 29 ans, vivait depuis un peu plus d'un an avec Julien, son mari, dans un appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Bibliothécaire passionnée par la littérature du XIXe siècle, elle avait trouvé dans cette vie à deux un équilibre discret, ponctué de petits rituels simples. Les promenades au bord de la Saône, les dimanches matins passés à feuilleter des livres sur le canapé, les repas improvisés dans la petite cuisine toujours baignée de lumière. Julien, de son côté, dirigeait une petite entreprise de fournitures industrielles qu'il avait héritée de son père. Leur mariage, célébré quelques mois plus tôt dans un vignoble du Beaujolais, avait été sobre, élégant, empreint d'une sincérité que tous les invités avaient remarquée. Aline, en robe crème cousue par sa mère, se souvenait encore du regard ému de Julien lorsqu'elle était arrivée, le bouquet de pivoines à la main. Ce souvenir, encore vivace, allait bientôt prendre un goût amer. Un matin de septembre, alors que l'automne s'installait doucement sur la ville, Aline sentit quelque chose d'étrange. Une fatigue inhabituelle, des nausées matinales et un pressentiment qu'elle n'osait formuler à voix haute. Après un test acheté à la pharmacie du coin, elle s'assit dans la salle de bain et attendit les résultats, les mains tremblantes. 2 lignes nettes apparurent. Elle était enceinte. Un tourbillon d'émotions l'envahit. De la peur, bien sûr, mais surtout une joie profonde. Un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle caressa son ventre encore plat, souriant seule devant le miroir. Ce bébé serait le début d'une nouvelle page, le prolongement naturel de l'amour qu'elle croyait inébranlable. Julien allait être surpris sans doute, mais heureux. Ils en avaient à parler, vaguement, comme on parle des choses lointaines qu'on croit avoir le temps de préparer. Ce soir-là, elle prépara un dîner simple mais chaleureux. Julien rentra plus tard que d'habitude, les épaules tendues, le visage fermé. Aline attendit qu'il s'installe, puis lui annonça la nouvelle, les yeux brillants d'émotion. Un silence étrange s'installa. Julien ne dit rien. Il la fixa un instant, cligna des yeux, puis détourna le regard. « C'est pas le bon moment », lâcha-t-il finalement. Aline resta figée, ne comprenant pas. Il se leva sans un mot, alla se servir un verre de vin, puis alluma la télévision comme si de rien n'était. La soirée se termina dans un silence glacial, seulement ponctué par le bruit de la vaisselle que Aline rangeait lentement. Elle tenta de lui parler, de le questionner, mais il évita ses yeux murés dans une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Les jours suivants furent semblables. Julien rentrait tard, évitait le sujet, se montrait distant. Aline, de nature douce mais lucide, sentait que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la surprise de la grossesse, c'était autre chose. Un éloignement progressif, presque méthodique. Julien répondait par monosyllabes, passait plus de temps au téléphone. Prétendait être surchargé par le travail. Aline se retrouvait seule de plus en plus souvent. Elle parlait à son ventre, lisait des livres sur la maternité, cherchait du réconfort dans les récits d'autres femmes. Mais rien n'expliquait cette réaction glaciale de son mari. Elle pensait parfois que c'était un choc passager, que les choses s'apaiseraient. Elle voulait croire que Julien, l'homme qu'elle avait choisi, redeviendrait celui qui lui avait promis une vie à deux. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde commençait à s'installer. Une voix intérieure, discrète mais insistante, lui murmurait que ce bonheur qu'elle croyait avoir construit était peut-être bien plus fragile qu'elle ne l'avait imaginé. Les semaines qui suivirent la révélation de la grossesse d'Aline furent marquées par un glissement insidieux, presque imperceptible au début, mais qui bientôt se transforma en une distance brutale, douloureuse, impossible à ignorer. Julien, autrefois attentionné, se comportait désormais comme un étranger partageant son toit. Il ne posait plus de questions sur l'état d'Aline, ne l'accompagnait plus à ses rendez-vous médicaux et se contentait de commentaires secs lorsqu'elle abordait le sujet de leur futur enfant. Lorsqu'elle lui montra la première échographie, un cliché en noir et blanc d'un minuscule corps en formation, il ne la regarda même pas, murmurant simplement qu'il avait autre chose en tête pour l'instant. Aline avait tenté, dans un premier temps, de comprendre. Elle s'était demandé s'il ne s'agissait pas d'un simple stress professionnel. L'entreprise de Julien traversait une période de transition et il avait évoqué, quelques semaines auparavant, des difficultés avec certains fournisseurs. Mais ce qu'elle ressentait allait bien au-delà d'un simple surmenage. C'était un désintérêt glaçant, un rejet de plus en plus manifeste, comme si elle n'était plus que l'ombre de celle qu'il avait aimée. Ils ne dormaient presque plus dans leur chambre, prétextant la fatigue, les courriels à traiter tard dans la nuit ou les appels urgents à passer très tôt le matin.
À plusieurs reprises, elle s'était réveillée dans un lit vide, le cœur serré, les pensées tournées vers le pire. Un soir, alors qu'elle préparait un dîner simple, des pâtes aux champignons et une salade qu'il aimait autrefois, Julien rentra encore plus tard que d'habitude. Il portait une odeur étrangère, un parfum qui n'était pas le sien, et ses gestes étaient nerveux comme s'il craignait d'être observé. Aline, debout dans la cuisine, tenta une énième fois de briser la glace. Elle parla de la grossesse, de leurs projets initiaux, de la chambre qu'elle rêvait de décorer pour le bébé. Julien resta silencieux un long moment, puis la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu ne comprends donc pas, Aline. Je ne veux pas de cet enfant. Ce n'est pas le moment. Ce n'était pas prévu. Et je n'ai pas envie de tout gâcher maintenant. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Aline sentit son ventre se contracter sous l'effet de l'émotion. Elle ouvrit la bouche, tenta de parler, mais aucun son n'en sortit. Julien se leva de table sans finir son assiette et alla s'enfermer dans le bureau. Le silence qui suivit résonna comme une condamnation. À partir de ce moment, il devint clair pour elle que quelque chose s'était brisé de manière irrémédiable. Les jours suivants furent encore pires. Julien sortait de plus en plus souvent sans lui dire où il allait. Il éteignait son téléphone, revenait au petit matin, les yeux cernés, l'humeur irritable. Aline, en proie à des nausées matinales intenses, se levait seule, préparait son petit déjeuner, puis partait travailler à la bibliothèque en luttant contre les larmes qui montaient sans prévenir. Ses collègues commencèrent à remarquer qu'elle était plus distraite, plus fragile. Une d'elles, Nathalie, lui proposa de parler, de boire un café après le travail, mais Aline déclina poliment. Elle ne voulait pas que quiconque découvre l'ampleur du vide qui s'installait dans sa vie. Julien, lui, semblait s'enfoncer dans une forme de cynisme amer. Il évitait tout contact physique avec elle, réagissait avec agacement à la moindre demande et se montrait même condescendant lorsqu'elle exprimait ses émotions. Un soir, alors qu'elle pleurait discrètement dans la salle de bain, il passa devant la porte entr'ouverte, jeta un regard rapide et lança sans s'arrêter « Il faut que tu grandisses un peu. Ce n'est pas une tragédie, c'est juste un imprévu. » Ces mots furent une gifle. Aline se sentit ridiculisée, abandonnée dans un moment où elle aurait eu besoin d'être entourée, rassurée. L'amour qu'elle pensait inconditionnel se délitait à vue d'œil. Les promesses échangées lors de leur mariage ne semblaient plus que des mensonges prononcés pour faire bonne figure. Et pourtant, elle continuait à espérer. Elle croyait, au fond, qu'un déclic surviendrait, que Julien finirait par accepter la situation, qu'ils réaliseraient qu'ils pouvaient affronter cela ensemble. Mais la réalité lui montra un visage bien plus cruel. Un matin, alors qu'elle lui proposait de venir avec elle à une consultation importante, Julien éclata. Il frappa du poing sur la table, cria qu'il en avait assez de cette pression, qu'il n'avait pas signé pour être père maintenant, qu'il avait d'autres projets, d'autres ambitions. Il la traita d'égoïste, l'accusant de vouloir le piéger, de s'être servi de la grossesse pour le contrôler. Aline, tétanisée, ne trouva pas la force de répliquer. Ce n'était plus une dispute, c'était une guerre larvée, silencieuse, où chaque mot devenait une arme. Ce jour-là, quelque chose se fissura en elle. Elle comprit qu'elle ne pourrait plus sauver ce mariage seule. Elle comprit aussi que Julien n'était pas l'homme qu'elle avait idéalisé. L'image du compagnon fidèle, du partenaire bienveillant s'effondrait, laissant place à un homme froid, calculateur, insensible à tout ce qui ne servait pas ses intérêts. Aline commença à envisager des scénarios qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Élever son enfant seul, reconstruire sa vie loin de lui, tourner le dos à tout ce qu'ils avaient partagé. Mais elle n'était pas encore prête, pas tout à fait. Il lui restait un soupçon d'espoir, une étincelle de naïveté qui l'empêchait encore de fuir. Elle voulait comprendre, elle voulait croire qu'il y avait une explication, même tordue, derrière cette transformation brutale. Elle se disait que peut-être Julien traversait une crise, peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il se sentirait différemment en entendant le cœur de leur enfant battre à l'échographie. Mais l'épreuve suivante ne lui laisserait plus aucune place au doute. L'incompréhension allait bientôt céder la place à la trahison la plus froide qu'elle ait jamais connue. Le 3e mois de grossesse d'Aline approchait quand tout bascula de manière brutale et irrévocable. Ce matin-là, il faisait particulièrement froid à Lyon. Une pluie fine tombait depuis l'aube et la ville semblait figée dans une sorte de grisaille sourde. Aline s'était levée avec une étrange sensation d'oppression dans la poitrine. Elle ignorait encore que cette journée marquerait un point de non-retour dans sa vie.
Après s'être habillée lentement, les nausées plus violentes que d'ordinaire, elle s'apprêtait à partir pour la bibliothèque lorsqu'un message bref de Julien s'afficha sur son téléphone. « On doit parler ce soir. » Elle resta figée quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Le ton sec du message ne laissait rien présager de bon. Depuis des semaines, il ne lui adressait que des mots laconiques, parfois agressifs, mais ce message-là sonnait comme une annonce, une sentence en attente. Toute la journée, Aline tenta de se concentrer sur son travail. Elle rangea les rayonnages, accueillit des étudiants, scanna des ouvrages avec une concentration mécanique, mais son esprit n'était pas là. Elle revoyait le visage fermé de Julien, ses silences, ses absences répétées. Tout semblait annoncer que quelque chose de grave allait arriver. Lorsqu'Aline rentra chez elle, trempée par la pluie, elle trouva la porte de leur appartement entr'ouverte. Le hall d'entrée était silencieux, trop silencieux. Elle posa son sac avec précaution, appelant doucement Julien, mais aucune réponse ne lui parvint. C'est en entrant dans le salon qu'elle vit la scène. Plusieurs de ses vêtements étaient entassés dans des sacs plastiques posés près de la porte. Une valise, celle qu'elle utilisait pour leurs escapades à la campagne, l'attendait là, fermée. Sur la table basse, un trousseau de clés. Julien sortit de la cuisine au même moment, une tasse de café à la main comme si tout cela était parfaitement normal. Il ne la regarda pas tout de suite. Puis, après un long silence, déclara avec une froideur clinique « Tu dois partir ». Aline sentit son ventre se nouer. Elle avança d'un pas, croyant avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien haussa les épaules, comme si cette conversation était une formalité ennuyeuse. « C'est fini, Aline. Tu as tout gâché avec cette grossesse. Tu savais que ce n'était pas ce que je voulais. J'avais d'autres plans. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour une erreur. » Elle chancela légèrement. Une douleur sourde irradia dans sa poitrine. Elle voulut parler, protester, demander au moins une explication humaine, mais Julien poursuivit, implacable. « Tu ne vas rien garder. Pas l'appartement, pas mon nom, pas un centime. Tu veux jouer à la mère courage? Très bien, mais tu le feras seul. Je vais entamer la procédure de divorce. Je me suis déjà renseigné. Et ne compte pas sur moi pour assumer un enfant que je n'ai jamais voulu. » Il termina sa tirade en buvant une gorgée de son café. Aline restait figée, incapable de bouger, le regard rivé sur la valise. Elle sentit les larmes monter mais se retint. L'humiliation était trop grande pour qu'elle se permette de s'effondrer devant lui. Julien, voyant qu'elle ne répondait pas, ajouta d'un ton plus dur encore « Tu as jusqu'à ce soir. Ensuite, je change les serrures. » Elle s'éloigna lentement, ramassa ses affaires en silence. Les sacs étaient mal faits, comme jetés à la hâte, certains encore ouverts, laissant dépasser des morceaux de tissu froissé. Elle traversa les pièces une dernière fois, chaque recoin chargé de souvenirs qu'elle tentait de repousser pour ne pas flancher. La bibliothèque où elle avait classé leurs livres communs, la table en bois qu'ils avaient choisie ensemble, le fauteuil dans lequel elle s'endormait parfois en l'attendant. Tout cela n'était plus qu'un décor froid, vidé de sens. Lorsqu'elle sortit de l'immeuble, la pluie s'était intensifiée. Aline marcha jusqu'à l'arrêt de bus, la valise traînant derrière elle, pesante et bruyante sur les pavés mouillés. Elle ne savait pas où aller. Sa famille était loin, et ses parents décédés depuis plusieurs années. Elle pensa à quelques amis, mais n'eut pas la force de les appeler. Elle était trop honteuse, trop bouleversée. Après plusieurs minutes d'errance, elle finit par composer le numéro de sa tante Edith, une vieille femme solitaire qui vivait dans un petit village de la Drôme, à plusieurs heures de route de Lyon. Edith répondit aussitôt. Aline éclata en sanglots, à peine elle entendit sa voix. Elle n'eut pas besoin d'expliquer longtemps. Sa tante, d'une voix douce et posée, lui dit simplement « Viens, je t'attends ». Ce soir-là, Aline prit un train sans réfléchir. Durant le trajet, elle fixa le paysage flou à travers la vitre, les gouttes de pluie déformant les lumières extérieures. Elle se répétait sans cesse que tout cela était irréel, que Julien n'avait pas pu être aussi cruel, qu'il finirait par la rappeler, par s'excuser. Mais au fond d'elle, elle savait que cette rupture était définitive. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus, ou peut-être n'avait-il jamais été celui qu'elle croyait. À son arrivée dans le petit village où vivait Edith, la nuit était tombée. La vieille femme l'accueillit avec un manteau chaud et une soupe fumante. Aline ne dit presque rien. Elle mangea en silence, puis alla s'installer dans l'ancienne chambre d'amis.
Le lit était dur, la pièce sentait un peu le renfermer, mais elle s'y sentit en sécurité pour la première fois depuis des semaines. Dans le noir, les mains posées sur son ventre, elle murmura quelques mots au bébé. « Je suis désolée, mais je vais nous protéger. D'une manière ou d'une autre, on va y arriver. » Elle ne savait pas encore comment. Elle n'avait plus de logement, plus de revenus, aucun soutien. Julien avait détruit leur lien avec une brutalité méthodique, sans remords, sans un regard en arrière. Elle ignorait ce qu'il préparait, ce qu'il allait dire à leurs amis, ce qu'il allait publier sur les réseaux. Mais une chose était certaine, elle ne voulait plus rien de lui. Ni explication, ni pardon. Ce qu'Aline ignorait encore, c'est que les fondations de son avenir ne se trouvaient pas dans ce qu'elle avait perdu, mais dans un passé oublié, dissimulé quelque part entre les murs d'une maison ancienne, dans les mots d'un homme qu'elle n'avait pas revu depuis des années, et que ce passé allait bientôt refaire surface de la façon la plus inattendue. Le mois de décembre s'annonçait glacial, et Aline, désormais installée chez sa tante Edith, affrontait chaque journée comme une épreuve de survie. 3 mois de grossesse, un corps fatigué, des nausées persistantes, des nuits sans sommeil et une douleur qui ne la quittait jamais, tapie dans sa poitrine comme une bête qui la rongeait lentement. Le silence qui remplissait la maison ancienne d'Edith n'apaisait rien. Bien au contraire, il amplifiait la solitude. Aline passait des heures à fixer le plafond de sa chambre, écoutant les craquements du bois, le tic-tac de l'horloge du couloir, le souffle irrégulier du vent entre les volets mal ajustés. Elle se sentait invisible, comme effacée du monde qu'elle connaissait. Julien n'avait plus donné signe de vie depuis le jour où il l'avait chassée. Elle n'avait pas cherché à le contacter, bien qu'elle ait parfois été tentée de lui écrire, ne serait-ce que pour comprendre. Mais elle savait que toute tentative serait vaine. Ce n'était pas un malentendu ni une erreur passagère. C'était une décision, froide, assumée, un effacement méthodique. Elle découvrit avec horreur que Julien avait commencé à répandre des rumeurs sur elle. D'anciens amis communs, jusque-là silencieux, prirent peu à peu leur distance. Certains cessèrent de répondre à ses messages. D'autres lui envoyèrent des réponses brèves, empreintes de malaise ou de reproches à peine voilés. Un jour, elle reçut un courriel d'une ancienne collègue de Julien, qui lui avoua, non sans gêne, avoir entendu dire qu'Aline aurait piégé Julien pour tomber enceinte, dans l'unique but de sécuriser sa position financière. Le mot utilisé la glaça, piégé, comme si son enfant n'était qu'un outil de manipulation. Elle se sentit nauséeuse, étouffée par l'injustice. Julien, sans même lever le petit doigt, l'avait transformée en manipulatrice aux yeux de leur entourage. Et personne ne semblait vouloir vérifier sa version des faits. Ils avaient accru Julien sans questionner. Chez sa tante, Aline tentait de garder une routine. Elle l'aidait à préparer les repas, à entretenir le jardin, à faire quelques courses au village voisin. Mais son énergie diminuait de jour en jour. Les trajets à pied, le froid mordant, la fatigue constante de la grossesse l'épuisaient. La nuit, elle pleurait sans bruit, recroquevillée sous les couvertures épaisses. Elle n'avait plus que son corps douloureux, son ventre qui grossissait lentement, et les pensées tournoyantes de tout ce qu'elle avait perdu. Elle se demandait comment elle allait élever cet enfant, comment elle allait se relever sans emploi, sans logement, sans soutien affectif. Le gouffre s'ouvrait sous ses pieds, et elle ne trouvait aucune prise pour s'en extraire. Edith, bienveillante mais peu démonstrative, lui apportait du réconfort par des gestes simples. Une tisane le soir, une écharpe tricotée déposée au pied du lit, une tarte chaude sortie du four les jours où Aline ne mangeait presque rien. Elle parlait peu. L'ancienne génération ne savait pas toujours nommer la douleur, mais elle savait la reconnaître. Aline, reconnaissante, acceptait cette présence silencieuse comme un baume fragile. Un matin, alors qu'elle descendait au sous-sol pour chercher une vieille boîte de photos qu'Edith lui avait proposé de regarder, elle trébucha sur une malle poussiéreuse rangée derrière un meuble en bois. Curieuse, elle l'ouvrit, pensant y trouver de vieux habits ou des souvenirs sans importance. Mais ce qu'elle découvrit allait bouleverser le cours de sa vie. Au fond de la malle, enveloppée dans un tissu usé, se trouvait une boîte en métal rouillé, fermée par un simple loquet. À l'intérieur, une pile de lettres jaunies, soigneusement attachées par un ruban rouge, et parmi elles, une enveloppe portant son prénom, écrit de la main ferme et reconnaissable de son grand-père paternel, Gérard Moreau. Elle n'avait pas vu cette écriture depuis des années. Gérard était mort lorsqu'elle avait 16 ans,
un homme discret, austère, mais respecté dans toute la famille. Il avait été propriétaire terrien en Alsace, avant de tout vendre, disait-on, pour simplifier sa succession. Aline n'avait jamais compris pourquoi elle n'avait rien hérité à sa majorité. Ce n'était pas un sujet que sa famille abordait. Tout semblait avoir disparu dans les méandres des notaires et des silences familiaux. Pourtant, cette lettre, datée de l'année précédant sa mort, portait une mention étrange. À n'ouvrir qu'en cas d'absolue nécessité. Elle la déplia lentement, le cœur battant. L'écriture de Gérard était droite, précise, comme gravée dans la page. Il parlait d'un bien laissé en suspens, protégé par un avocat de confiance. Il expliquait que la gestion de la propriété avait été volontairement discrète, dans le but d'éviter toute mainmise intéressée. Il mentionnait également un fonds d'investissement au nom d'Aline, bloqué jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine maturité. La lettre précisait même l'adresse de l'avocat à contacter, maître Vincent Hoffner à Colmar. Aline lut et relut les mots, les mains tremblantes. Ce n'était pas un rêve. Son grand-père lui avait laissé quelque chose de tangible, de secret, de protégé. Elle pensa immédiatement à Julien. Avait-il su? Avait-il soupçonné l'existence de cet héritage? Son esprit, longtemps engourdi par le chagrin, s'activa enfin. Si ce que disait la lettre était vrai, alors elle n'était pas aussi démunie qu'elle le croyait. Il existait un pan entier de son histoire qu'on lui avait caché, un avenir potentiel enterré dans les décisions d'un homme qu'elle avait presque oublié. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Aline dormit profondément. Le lendemain matin, elle prit un carnet, un stylo, et commença à noter tout ce dont elle se souvenait de son grand-père. Les lieux qu'il fréquentait, les noms évoqués pendant les repas de famille, les souvenirs flous d'enfance passés dans les vignes, les discussions au sujet de la terre. Elle sentait naître en elle un besoin impérieux de vérité, un désir brûlant de reprendre le contrôle de sa vie. Elle savait que la route serait longue, semée d'embûches, mais elle n'était plus une femme brisée. Elle était en train de devenir une mère, et pour son enfant, elle irait jusqu'au bout. Dès l'aube, Aline se leva avec une énergie qu'elle ne ressentait plus depuis des semaines. Il faisait encore nuit dehors, un froid sec enveloppait les champs de la campagne drômoise, mais elle n'y prêta aucune attention. La lettre de son grand-père la brûlait entre les doigts, depuis la veille, comme une clé vers un avenir qu'on lui avait volontairement masqué. Elle relut le document à la lueur de la lampe de chevet, chaque mot devenant plus clair, plus lourd de sens. Ce n'était pas simplement un souvenir familial, c'était une information précise, un plan construit avec soin pour lui être transmis au bon moment. Et le moment était venu. Edith, en préparant le petit déjeuner, l'observa avec attention. Elle remarqua le changement d'attitude d'Aline, la vivacité dans ses gestes, la concentration dans ses yeux. Aline lui tendit la lettre sans un mot. La vieille femme lut lentement, fronça les sourcils à plusieurs reprises, puis leva les yeux vers sa nièce. Elle murmura presque pour elle-même « Gérard n'était pas un homme facile, mais il faisait rarement les choses au hasard. » Elles passèrent la matinée à discuter des souvenirs enfouis. Edith se souvenait d'un voyage discret que Gérard avait fait en Alsace, peu avant sa maladie. Il n'en avait jamais parlé, mais elle se rappelait d'une conversation à demi-mot où il évoquait des démarches notariales pour mettre les choses à l'abri. À l'époque, personne n'avait posé de questions. La famille Moreau était discrète, fière, peu portée sur les confidences. Aline comprit que tout avait été prévu pour contourner les convoitises, pour échapper aux appétits de ceux qui, comme Julien, auraient pu détourner un héritage à des fins personnelles. Elle décida de contacter immédiatement maître Hoffner. Son bureau se trouvait à Colmar, une petite ville qu'Aline connaissait à peine, à plusieurs heures de route. Elle prit rendez-vous pour la semaine suivante, le temps d'organiser son déplacement. Dans les jours qui suivirent, elle prépara son voyage avec une méticulosité nouvelle. Elle emprunta de l'argent à Edith, contacta la mairie pour faire rééditer ses papiers égarés et organisa une consultation médicale dans un centre de santé proche de Colmar pour suivre l'évolution de sa grossesse. Elle agissait enfin, et cette sensation la galvanisait. Le jour du départ, elle quitta le village dans le vieux train régional, longeant les paysages gelés de l'est de la France. Chaque heure qui passait la rapprochait d'une vérité enfouie. En arrivant à Colmar, elle fut surprise par la beauté calme de la ville. Les rues pavées, les maisons à colombages, les couleurs pastel et les guirlandes de Noël donnaient à l'endroit une atmosphère de carte postale.
mais elle n'était pas là pour se laisser émouvoir. Elle se rendit directement au cabinet, situé dans une rue discrète du centre-ville. Maître Vincent Hoffner était un homme d'une 60aine d'années, élégant, posé, à la voix douce et mesurée. Lorsqu'elle se présenta, il la reçut avec une bienveillance immédiate. Il se souvenait parfaitement de Gérard Moreau. Il confirma que ce dernier lui avait confié, plus de 10 ans plus tôt, la gestion d'un dossier très particulier, la préservation d'une propriété familiale et d'un portefeuille d'investissement au nom de sa petite-fille Aline, à activer uniquement sur présentation de la lettre qu'elle venait justement de lui montrer. Hoffner sortit un dossier scellé de son coffre-fort. À l'intérieur, les documents détaillaient une propriété vinicole dans un petit village au sud de Colmar, ainsi que des parts dans plusieurs sociétés viticoles locales, soigneusement réparties pour éviter toute concentration compromettante. Gérard avait tout prévu. Il avait placé ses biens sous la surveillance de Maître Hoffner avec des instructions claires. Sa petite-fille pourrait en prendre possession uniquement si elle se trouvait dans une situation de nécessité prouvée, sans influence extérieure et libre de toute pression conjugale. Aline écoutait, abasourdie. Ce que son grand-père lui avait légué dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Il ne s'agissait pas simplement d'un héritage matériel. C'était une stratégie de protection, un filet de sécurité dressé en silence pour la préserver. Gérard avait probablement perçu, dès sa rencontre avec Julien, des signes d'ambition troubles. Et plutôt que de l'affronter de son vivant, il avait mis en place un plan à long terme, silencieux mais inébranlable. La propriété en question, située à quelques kilomètres à peine, s'appelait le domaine du Clerval. Une ancienne maison en pierre au milieu des vignes, avec des installations modestes mais opérationnelles, entretenue depuis plusieurs années par un couple de gardiens sous contrat avec le cabinet de Maître Hoffner. Le domaine n'était pas en exploitation commerciale depuis longtemps, mais tout avait été conservé avec soin, prêt à être réactivé à tout moment. Hoffner proposa de l'y conduire. En approchant de la bâtisse, Aline sentit une émotion vive l'envahir. Le domaine semblait figé dans le temps. Les rangs de vignes, nus en cette saison, dessinaient des lignes parfaites sous le ciel gris. La maison, bien que vieillissante, dégageait une force tranquille, un ancrage. Elle n'y avait jamais mis les pieds, mais elle s'y sentit immédiatement chez elle. Le couple de gardiens, des gens simples et chaleureux, lui expliqua qu'ils attendaient ce jour depuis longtemps. Ils connaissaient son prénom. Ils avaient été informés qu'un jour, elle viendrait. Aline passa l'après-midi à visiter les lieux, à lire les documents préparés par son grand-père, à poser des questions techniques. Elle n'était pas experte en viticulture, mais elle comprenait l'essentiel. Le domaine avait du potentiel. Il était viable. Il suffisait de réactiver les circuits, de s'entourer des bonnes personnes, de redonner vie à un projet que Gérard avait voulu transmettre non seulement comme un bien, mais comme un symbole d'autonomie. En retournant à Colmar ce soir-là, elle ne ressentait plus la peur, ni la honte, ni la solitude. Elle tenait entre les mains la promesse d'un avenir qu'elle construirait elle-même. Julien l'avait méprisée, rejetée, utilisée. Mais il n'avait jamais su qui elle était réellement, ni ce qu'elle portait en elle, bien au-delà de l'enfant qui grandissait chaque jour dans son ventre. Ce qu'il croyait avoir détruit n'était que le début d'autre chose. Aline n'était plus cette femme chassée d'un appartement, elle était l'héritière d'une histoire, et cette histoire ne faisait que commencer. Le retour à la maison d'Édith, après sa visite au domaine de Clerval, fut silencieux. Aline gardait pour elle l'émotion du jour, les images de la propriété, les mots bienveillants de Maître Hoffner, la sensation nouvelle de tenir enfin quelque chose d'ancré, d'irréversible. Elle se savait encore au début d'un long chemin, mais un poids immense s'était déplacé. Elle n'était plus dans la survie, mais dans la construction. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce que la suite vienne aussi vite, ni de manière aussi brutale. Car si l'héritage de son grand-père lui révélait une facette oubliée de sa propre histoire, ce qu'elle allait apprendre sur Julien allait faire éclater, pour de bon, tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle avait épousé. Quelques jours plus tard, alors qu'elle triomphait intérieurement d'avoir enfin récupéré des papiers d'identité à jour, elle reçut un message inattendu sur son ancien compte de messagerie professionnelle. Une certaine Claire Delsart écrivait de manière brève, mais directe. Elle disait avoir connu Julien dans un cadre personnel et souhaitait la rencontrer si elle se trouvait encore à Lyon ou dans les environs. Elle ajoutait qu'il s'agissait de quelque chose d'important,
qu'elle n'aurait jamais osé écrire sans une raison sérieuse. Aline hésita, méfiante. Son nom ne lui disait rien. Elle montra le message à Edith, qui lui dit simplement que parfois, il valait mieux savoir. Elles convinrent d'un appel téléphonique. La voix à l'autre bout du fil était claire, posée, mais légèrement tendue. Claire expliqua qu'elle avait été en relation avec Julien depuis plusieurs mois. Leur rencontre remontait à l'année précédente, à un salon professionnel où Julien représentait son entreprise. Il l'avait recontacté ensuite via les réseaux, prétextant un projet commun. Très vite, leur relation était devenue intime. Il lui avait dit qu'il n'était plus heureux dans son mariage, qu'il préparait une séparation, qu'il attendait le bon moment. Claire, au départ prudente, s'était peu à peu laissée convaincre. Julien avait tout fait pour lui sembler sincère. Week-end volé, dîner caché, messages nocturnes. Elle n'avait jamais eu de preuve qu'il mentait, jusqu'à il y a peu. En fouillant dans ses affaires, Claire avait trouvé des documents liés à une vente d'entreprise. Julien préparait discrètement la cession de l'affaire familiale. Le document montrait des démarches déjà bien avancées, ainsi qu'un projet de déplacement à l'étranger. Il avait mentionné le Canada à plusieurs reprises. Et puis plus récemment, il avait commencé à se comporter différemment. Comme s'il voulait la tenir à distance. Elle avait compris qu'il la manipulait. En cherchant plus loin, elle était tombée sur des anciennes photos d'Aline, des captures d'écran de conversation, des documents juridiques concernant leur divorce en cours. Elle n'était pas la seule victime. Claire avait été trompée dans tous les sens du terme. Aline écoutait en silence. Chaque mot résonnait en elle comme un écho amer à ce qu'elle avait traversé. Julien n'avait pas simplement fui la responsabilité d'un enfant. Il avait, pendant des mois, organisé une double vie. Il avait bâti un plan de sortie, soigneusement orchestré, dans lequel ni elle ni leur enfant n'avaient la moindre place. La grossesse était pour lui un obstacle, un contretemps, une anomalie qu'il fallait écarter pour ne pas compromettre ses projets. Et le divorce expéditif, les accusations mensongères, les rumeurs qu'il avait fait courir, tout cela n'était que des étapes calculées pour couper court à toute attache. Claire, au bout du fil, s'excusa. Elle disait n'avoir jamais voulu nuire à qui que ce soit. Elle pensait devoir dire la vérité pour que cela ne reste pas dans le non-dit. Aline la remercia, sincèrement. Elle n'éprouvait aucune colère envers cette femme. Elle était aussi une victime. Leur souffrance, bien que différente, provenait de la même source, l'égoïsme glacial de Julien. À la suite de cet appel, Aline demanda à Maître Hoffner s'il pouvait enquêter davantage sur la situation juridique de Julien, en particulier sur la vente de l'entreprise. En moins de 48 heures, l'avocat confirma que Julien avait bien entamé une procédure de vente partielle des actifs de son entreprise, via un intermédiaire basé en Belgique. Le montant estimé était considérable. Il s'agissait donc non seulement d'un divorce brutal, mais aussi d'une tentative de transfert de richesse à l'étranger, loin de toute revendication potentielle. Julien voulait tout liquider, tout vendre, tout faire disparaître et refaire sa vie ailleurs, sans attache. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aline avait désormais en main une arme puissante, l'héritage. Non seulement cette richesse n'était pas à son nom, mais elle avait été conçue pour exclure tout droit de son conjoint, comme stipulé dans les clauses préparées par son grand-père. Aucune action en justice ne pourrait lui donner un accès à ses biens. Ils étaient protégés, verrouillés juridiquement. Et mieux encore, tout mouvement suspicieux de Julien pouvait désormais être documenté et opposé à lui dans le cadre du divorce. Aline, forte de ces nouvelles informations, commença à consigner chaque élément. Date, nom, conversation, capture d'écran. Elle voulait tout avoir sous la main. Pas pour se venger, mais pour se défendre. Elle ne laisserait pas cet homme réécrire leur histoire. Elle ne laisserait pas leur enfant grandir avec l'idée qu'il avait été indésirable. Elle comptait rétablir les faits, non pas par fureur, mais par justice. Dans les jours suivants, elle rédigea une déclaration écrite destinée à son avocate et fit valider ses démarches par Maître Hoffner. Le processus allait être long, mais elle se sentait prête. Elle savait désormais à quoi elle faisait face. Julien n'était pas un homme perdu ou confus ou dépassé. Il était méthodique, ambitieux, destructeur. Mais il avait sous-estimé Aline. Il l'avait imaginée faible, soumise, facilement écartable. Il n'avait pas prévu qu'elle découvrirait les protections que son grand-père avait mises en place. Il n'avait pas imaginé qu'elle résisterait. Et surtout, il n'avait pas compris que la maternité n'avait pas affaibli Aline. Elle l'avait réveillée. Dans son ventre grandissait une vie,
mais dans son esprit naissait une détermination nouvelle. Aline n'était plus une femme abandonnée. Elle était une mère, une héritière, une bâtisseuse. Et Julien allait bientôt apprendre que certaines fondations sont faites pour durer, même quand tout autour s'écroule. La décision fut prise sans hésitation. Après tout ce qu'elle avait appris, après tout ce qu'elle avait subi, Aline comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans la maison d'Édith à attendre que la tempête passe. Elle ne voulait plus survivre en espérant que le vent tourne. Elle voulait construire, agir et surtout reprendre possession de sa vie. La lettre de son grand-père, les révélations sur Julien, le domaine vinicole préservé depuis des années, tous les éléments convergeaient vers une seule voie. Il était temps de partir pour de bon, de s'installer à Clerval et de faire de cette terre une maison, un refuge, un projet de vie. Non pas pour fuir Julien, mais pour créer quelque chose où il n'aurait jamais sa place. Le départ eut lieu un matin froid et sec. Édith l'aida à charger ses affaires dans une voiture louée, préparée pour un long trajet. Il n'y eut pas de grandes effusions, seulement une étreinte silencieuse, et les yeux humides d'une vieille femme qui avait vu sa nièce s'effondrer, puis renaître. Aline promit de revenir la voir, mais elle savait au fond d'elle que sa vie désormais se déroulerait ailleurs, dans ces terres alsaciennes que son grand-père avait choisies comme dernier rempart contre le monde extérieur. Le trajet vers Clerval fut long mais déterminé. Aline conduisait seule, la radio éteinte, son esprit fixé sur ce qui l'attendait. Elle ne se posait plus de questions. Elle ne doutait plus. Chaque kilomètre la rapprochait d'un territoire qui, bien qu'inconnu, lui appartenait déjà par héritage et volonté. En arrivant au domaine, elle fut accueillie par les gardiens avec une chaleur respectueuse. Ils avaient préparé une chambre dans la maison principale, nettoyé la cuisine, allumé un feu dans l'âtre. Aline remercia, puis s'isola dans la grande pièce du fond, autrefois bureau de Gérard. Elle s'y installa devant un vieux bureau en bois massif et ouvrit les dossiers laissés par Maître Hoffner. Les premières semaines furent consacrées à la compréhension du fonctionnement du domaine. Le vignoble était en sommeil depuis plus de 8 ans, mais les installations restaient en bon état. L'exploitation à taille humaine comptait plusieurs hectares de vignes, principalement des cépages typiques de la région. Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer. Les rendements avaient été suspendus volontairement pour éviter toute exploitation non encadrée. Tout avait été prévu pour que si un jour Aline décidait de reprendre les choses en main, elle le fasse selon ses propres choix et non par nécessité économique. Avec l'aide des gardiens, elle fit appel à des artisans locaux pour évaluer les travaux à réaliser. Certains bâtiments de stockage nécessitaient des réparations, la cave devait être remise aux normes et la maison principale avait besoin de rénovation pour accueillir un quotidien plus moderne. Aline prit des notes, demanda des devis, consulta les comptes encore actifs du domaine. L'argent laissé par son grand-père, soigneusement investi, permettait de couvrir une bonne partie des premières dépenses. Elle n'aurait pas besoin de s'endetter. Chaque décision, chaque signature, chaque réunion lui rappelait qu'elle n'était plus dépendante de personne. Ni d'un mari, ni d'un patron, ni même d'un système familial étouffant. Mais plus que les murs et les vignes, c'est l'identité du lieu qu'elle voulait repenser. Aline ne voulait pas seulement faire revivre un domaine viticole. Elle voulait créer un lieu ouvert, vivant, qui puisse accueillir d'autres femmes, d'autres histoires, d'autres projets. Elle eut l'idée d'organiser des ateliers pour les jeunes mères isolées, des résidences pour artistes, des journées portes ouvertes pour les écoles locales. L'ancien chai, vaste et lumineux, pouvait devenir un espace polyvalent. Elle fit appel à une architecte de Colmar, spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments agricoles. Ensemble, elles dessinèrent les plans d'un domaine qui combinerait tradition et ouverture, culture et production, enracinement et transmission. Durant cette période intense, Aline s'imposa un rythme précis. Elle se levait tôt, marchait parmi les rangs de vignes encore nues, écrivait des notes dans un carnet, faisait des appels, rencontrait des producteurs voisins. Elle se rendit compte que plusieurs exploitants locaux, en particulier des femmes, cherchaient à mutualiser leurs ressources, à créer des synergies. Elle entra dans ce cercle avec prudence, mais trouva très vite une solidarité authentique. Elle n'était pas une héritière hautaine venue s'imposer, mais une femme qui avait choisi de s'ancrer ici, sans arrogance, avec la volonté de comprendre. La grossesse avançait, doucement, mais visiblement. À mesure que son ventre s'arrondissait, Aline sentait aussi grandir une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle n'avait plus peur. Elle ne se demandait plus si elle y arriverait seule.
Elle y arrivait déjà. Elle construisait un abri pour elle et pour l'enfant à venir, pierre après pierre, contrat après contrat. Les rendez-vous médicaux étaient assurés dans un centre proche où elle avait trouvé un personnel bienveillant, respectueux de sa discrétion. Le bébé allait bien. Elle écoutait son cœur battre à chaque échographie comme une promesse silencieuse que la vie continuerait malgré tout. Julien, pendant ce temps, n'avait pas donné signe de vie. Pas de message, pas d'appel, pas d'action apparente. Aline savait pourtant qu'il ne resterait pas éternellement silencieux. Elle imaginait que quelque part, il observait, qu'il cherchait à comprendre où elle était, ce qu'elle faisait. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle n'avait plus peur de lui, ni de son mépris, ni de ses manipulations. Elle avait un notaire, une avocate, des preuves, une stratégie. Il ne pourrait pas l'atteindre là où elle était désormais, ni juridiquement, ni émotionnellement. Ce qu'elle construisait n'était pas une revanche, c'était une renaissance. Le domaine de Clerval ne serait jamais un trophée. Ce serait un refuge, un carrefour, un héritage transmis à un enfant qui, dès sa naissance, saurait que sa mère avait choisi le courage au lieu du silence. Chaque jour, Aline écrivait une lettre à ce futur enfant, qu'elle rangeait dans un tiroir de son bureau. Elle y racontait ses choix, ses peurs, ses erreurs aussi. Elle voulait que cette vie naisse avec une histoire claire, sans zone d'ombre, sans honte. Elle voulait que tout commence par une vérité. Le vent froid continuait à souffler sur les collines alsaciennes. Les arbres étaient nus, la terre encore gelée. Mais Aline savait que la saison allait tourner. Les bourgeons finiraient par apparaître, et avec eux, la promesse d'une récolte nouvelle. L'hiver n'avait pas encore cédé sa place au printemps, mais au domaine de Clerval, la vie reprenait doucement. Les travaux de rénovation avançaient. Les premières démarches pour la relance des activités viticoles étaient en cours, et Aline s'adaptait avec une efficacité discrète à son nouveau rôle de gestionnaire. Elle n'avait pas seulement hérité d'un bien, mais d'une responsabilité, et elle en assumait chaque dimension avec rigueur. Chaque matin, elle se rendait sur le terrain, prenait des notes, dialoguait avec les artisans, les techniciens agricoles, les fournisseurs. Elle se montrait exigeante, attentive, présente. Son ventre, désormais bien rond, attirait parfois les regards, mais jamais les questions indiscrètes. Dans cette petite communauté rurale, le respect se gagnait par les actes. Et Aline, en silence, avait déjà gagné sa place. Mais ce calme n'allait pas durer. Un matin, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous avec une œnologue intéressée par un futur partenariat, elle trouva un véhicule inconnu garé à l'entrée du domaine. Elle sentit aussitôt une tension familière lui traverser le corps. En descendant de sa voiture, elle reconnut Julien, adossé au capot de son SUV noir, les mains dans les poches, l'air faussement décontracté. Il n'avait pas changé. Même posture, même expression légèrement moqueuse, comme s'il s'agissait d'une visite anodine. Aline sentit son cœur battre plus vite, mais elle ne montra rien. Elle s'approcha calmement, le regard droit. Julien la salua comme s'il s'était en vue la veille. Il fit un commentaire banal sur le froid, sur le paysage, sur le fait qu'elle avait bonne mine. Aline ne répondit pas à ces banalités. Elle demanda ce qu'il faisait là. Julien expliqua qu'il avait entendu parler du domaine et qu'il avait voulu voir de ses propres yeux. Il prétendit vouloir discuter, remettre les choses à plat. Il évoqua leur passé, leur mariage, leur bébé à venir, comme s'il n'avait jamais dit les mots cruels qu'elle n'avait jamais oubliés. Il parla d'erreur, de fatigue, de confusion. Il avait changé, dit-il. Il avait compris qu'il avait été dur, injuste. Il voulait aider, s'impliquer, réparer. Aline resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin d'une confession. Elle n'était pas venue chercher des excuses. Elle savait exactement pourquoi Julien était là. Et ce n'était ni par amour, ni par remords. C'était à cause de l'héritage. Il avait découvert l'existence du domaine, probablement par un ancien contact, un mouvement administratif, une rumeur. Et maintenant, il venait jouer la carte du retour, espérant profiter d'un capital qu'il n'avait jamais contribué à construire. Il ignorait encore que les clauses du testament l'excluaient totalement, mais Aline ne comptait pas lui révéler trop vite. Elle voulait voir jusqu'où il irait dans son théâtre. Elle l'invita à entrer, non par hospitalité, mais pour contrôler la situation. Ils s'installèrent dans la cuisine. Julien regarda autour de lui avec un air à peine dissimulé de convoitise. Il posa des questions faussement naïves sur le domaine, sur les plans d'Aline, sur les personnes impliquées. Il la complimenta sur sa détermination, sur sa résilience.
Il adopta un ton faussement humble, jouant l'homme blessé, perdu, revenu vers ce qu'il avait compris être l'essentiel. Mais derrière les mots, Aline percevait parfaitement le calcul. Julien parlait comme un investisseur. Chaque phrase trahissait son intérêt pour le potentiel économique du domaine. Il évoqua l'idée de relancer la marque, de capitaliser sur le prestige de l'héritage familial, de créer des partenariats avec des distributeurs à l'international. Il proposa son aide, son expérience, ses contacts. Il présenta leur histoire comme une seconde chance. Un récit de reconstruction, de pardon, de projets partagés. Aline l'écouta sans rien laisser transparaître. À l'intérieur, elle bouillonnait. Elle se rappelait les nuits froides dans la maison d'Édith, les vêtements jetés devant la porte, les calomnies, la solitude. Elle se souvenait des appels sans réponse, des regards fuyants, des mensonges. Elle voyait devant elle un homme qui voulait effacer tout cela d'un sourire pour mieux obtenir ce qu'il convoitait. Et ce qu'il convoitait, ce n'était pas elle. C'était le domaine. C'était l'argent, c'était le pouvoir. Elle mit fin à la conversation en lui expliquant calmement qu'elle n'avait besoin de rien, ni de lui, ni de ses conseils. Julien sourit, feignant la compréhension. Il prétendit respecter sa décision, lui dit qu'il resterait dans les parages quelques jours, au cas où elle changerait d'avis. Il la remercia même de l'avoir écoutée. Mais en quittant le domaine, il laissa derrière lui une tension lourde, une menace voilée. Aline savait que ce n'était pas fini. Julien ne lâcherait pas facilement. Dans les jours suivants, elle renforça sa vigilance. Elle informa Maître Hoffner de la visite. L'avocat lui conseilla d'être prudente, mais la rassura sur le plan juridique. Julien n'avait aucun droit sur la propriété. Les actes étaient clairs, les clauses renforcées par des dispositions spécifiques contre tout conjoint ou ex-conjoint. Mais Aline n'ignorait pas que Julien pouvait trouver d'autres moyens de nuire. Il pouvait manipuler l'opinion publique, user des réseaux sociaux, salir son nom. Il pouvait tenter de semer le doute sur sa légitimité, sur sa gestion, sur sa maternité même. Et c'est cela qui l'inquiétait le plus. Pas pour elle, mais pour l'enfant. Depuis l'arrivée de Julien, elle dormait mal. Elle craignait un retour imprévisible, une confrontation devant les ouvriers, un acte irréfléchi. Elle avait déjà vécu le rejet, mais elle ne voulait pas revivre la peur. Elle ne voulait pas que l'enfant qu'elle portait ressente le poids du conflit. Elle devait protéger ce qu'elle construisait. Elle ne laisserait personne troubler cet équilibre si durement acquis. Aline décida donc de renforcer sa présence publique. Elle accepta une invitation à participer à une conférence sur la relance des domaines familiaux, organisa une première rencontre avec des producteurs voisins pour évoquer un groupement régional, fit publier un article dans un petit journal local sur la réouverture prochaine du domaine Clerval. Chaque action visait à consolider sa légitimité, à occuper le terrain. Plus elle serait visible, moins Julien pourrait l'atteindre sans conséquence. Mais elle savait que le conflit ouvert finirait par arriver. Julien n'était pas venu pour discuter, il était venu pour revendiquer. Et il reviendrait avec d'autres arguments, d'autres armes. Elle ne savait pas quand, elle ne savait pas comment, mais elle se préparait. Car désormais, elle n'était plus une femme abandonnée. Elle était une propriétaire, une mère, une figure publique. Et elle n'avait pas l'intention de laisser un homme lui arracher ce qu'elle avait reconstruit seule. À peine une semaine s'était écoulée depuis la visite inattendue de Julien au domaine de Clerval, et déjà Aline sentait autour d'elle un changement subtil, des regards plus insistants de la part de certains visiteurs, des messages anonymes envoyés sur la boîte de réception du site web en cours de création pour le domaine, des murmures perçus au marché local. Julien n'était plus physiquement présent, mais son ombre semblait s'étendre. Elle devinait qu'il tissait lentement son filet, avec son habituelle aisance dans l'art de la manipulation. Il devait préparer quelque chose, avancer ses pièces sur un échiquier dont il pensait être encore le maître. Mais cette fois, Aline n'avait pas l'intention de réagir en victime. Elle avait changé de position. Elle n'était plus une cible, elle était actrice de sa propre histoire, et elle ne jouerait pas selon les règles de Julien. C'est dans ce contexte tendu qu'elle reçut un appel de Maître Hoffner, l'avocat de confiance désigné par son grand-père. Il avait des informations importantes à lui transmettre et souhaitait la rencontrer rapidement. Aline prit la route dès le lendemain pour Colmar, le cœur serré par la perspective d'une nouvelle surprise, mais décidée à tout entendre sans se laisser déstabiliser. Dans le bureau feutré de l'avocat, elle retrouva l'atmosphère rassurante de leur première entrevue, mais cette fois,
L'expression de Hoffner était plus grave, plus concentrée. Il commença par lui expliquer que Gérard Moreau, son grand-père, n'avait jamais fait confiance à Julien, même au début de leur relation. D'après lui, l'homme avait flairé très tôt chez Julien une ambition déguisée, un appétit discret pour ce qui ne lui appartenait pas. C'est pourquoi il avait anticipé, en amont de son décès, toute une série de mécanismes juridiques complexes pour empêcher toute tentative de spoliation. Il avait notamment inscrit dans les statuts du domaine de Clerval une clause de protection absolue contre les revendications des conjoints, y compris en cas de mariage ou de divorce. Cette clause, peu courante, exigeait que l'héritier ne soit ni marié ni engagé dans une union civile au moment de la mise en jouissance. Gérard avait expressément indiqué qu'en cas de doute sur l'intention du partenaire de sa petite-fille, le transfert de propriété pourrait être gelé. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Hoffner venait de recevoir un courrier d'un cabinet parisien représentant Julien. Le document, encore flou dans sa formulation, laissait entendre que Julien souhaitait faire valoir ses droits en tant qu'époux séparé, prétendant avoir été écarté d'un bien commun sans son consentement. Il avançait l'idée que, marié à Aline au moment de l'activation de l'héritage, il pouvait en réclamer une part, ou au moins une compensation. La manœuvre était habile, juridiquement douteuse, mais assez sournoise pour tenter de bloquer le processus de régularisation foncière encore en cours. Aline écoutait sans dire un mot. Le piège était clair. Julien voulait utiliser les outils du droit pour créer un litige, faire pression, ralentir les démarches. Il n'avait jamais eu l'intention d'apporter son aide. Il voulait créer du désordre, provoquer un conflit, l'épuiser à coups de recours. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Aline n'était plus seule face à lui. Elle avait une équipe. Et plus encore, elle avait un plan. Dès son retour au domaine, elle convoqua une réunion avec maître Hoffner, son avocate spécialisée en droit de la famille, et un conseiller fiscal qu'elle avait sollicité quelques semaines auparavant pour structurer la future exploitation. Ensemble, ils passèrent en revue tous les documents. Ils identifièrent les failles potentielles, préparèrent les réponses juridiques aux accusations de Julien et élaborèrent une stratégie de défense complète. Chaque attaque serait anticipée. Chaque tentative de chantage recevrait une réponse froide et ferme. Il n'y aurait pas de négociation possible. Parallèlement, Aline décida de renforcer les fondations relationnelles autour du domaine. Elle contacta les descendants de plusieurs anciens amis de Gérard Moreau, tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans le monde viticole local. Ces familles connaissaient l'histoire du domaine, respectaient la mémoire de Gérard et voyaient d'un bon œil le retour de sa petite-fille sur ses terres. En quelques semaines, elle parvint à créer un réseau solide, fait d'alliances, de promesses d'échanges commerciaux, de projets conjoints. Julien pouvait bien manœuvrer à distance. Ici, sur place, l'ancrage d'Aline devenait plus fort chaque jour. Elle savait aussi que le terrain judiciaire finirait par être inévitable. Julien allait probablement porter plainte ou saisir un tribunal civil pour tenter de bloquer la transmission. Il pourrait chercher à contester la validité des clauses, à remettre en question les intentions de Gérard. Il lui fallait donc une preuve irréfutable de sa propre indépendance au moment de l'ouverture de l'héritage. Avec l'aide de son avocate, elle prépara un dossier complet retraçant les faits, l'abandon conjugal, les mensonges, les manipulations, le moment exact où Julien l'avait expulsé. Chaque document, chaque message, chaque témoin potentiel fut consigné. L'objectif était clair, démontrer que leur union n'avait plus aucune existence réelle au moment de l'activation de l'héritage. Aline, de plus en plus déterminée, commença aussi à rédiger une lettre publique qu'elle ne publierait qu'en dernier recours. Ce texte, écrit avec calme mais fermeté, racontait son histoire depuis le début. Elle y exposait les faits, sans jamais tomber dans la victimisation, mais avec une précision glaçante. Elle savait que si Julien cherchait à la salir publiquement, elle devrait répondre. Et elle le ferait en exposant la vérité, pas avec des cris ni des accusations émotionnelles, mais avec des faits, des dates, des documents. Elle ne voulait pas seulement se défendre, elle voulait que son fils, un jour, puisse lire cette lettre et comprendre pourquoi elle s'était battue, et contre qui. Le domaine de Clerval, en apparence si calme, devenait peu à peu le centre d'un affrontement invisible. À l'extérieur, les ouvriers poursuivaient leur travail. Les artisans avançaient dans la rénovation. Les vignes attendaient la première taille du printemps. Mais dans les coulisses, une bataille prenait forme. Aline était prête.
Elle n'ignorait plus rien des intentions de Julien. Elle connaissait ses méthodes, ses mensonges, ses faiblesses, et cette fois, elle avait l'avantage. Ce qu'il avait cru pouvoir manipuler à distance, il allait le voir se refermer sur lui comme un piège qu'il avait lui-même tendu. Le courrier était arrivé un mardi matin, glissé parmi les enveloppes ordinaires, sans aucune marque particulière. Aline le reconnut immédiatement. Le papier épais, le sceau d'un cabinet d'avocat, le ton formel. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Julien avait lancé l'offensive, comme prévu. Une assignation en justice, au tribunal civil de Colmar, visant à contester les conditions de la transmission du domaine Clerval, avec pour principal argument son statut d'époux au moment de l'activation de l'héritage. Il avançait l'idée que cette situation créait un droit indirect sur les biens, au nom du régime matrimonial. Une manœuvre qui, bien que juridiquement fragile, pouvait suffire à ralentir les démarches, créer une incertitude, déstabiliser le projet. Aline respira profondément avant de lire l'intégralité du document. Elle s'installa dans son bureau, referma la porte et s'arma de patience. Elle analysa chaque ligne, chaque argument, chaque date. Julien prétendait avoir été écarté de façon délibérée, affirmait qu'il n'avait jamais consenti à être exclu des décisions patrimoniales de sa femme et, plus perfidement encore, insinuait qu'elle avait utilisé la grossesse comme un prétexte pour prendre le contrôle d'un bien familial. Il osait évoquer des intentions de dissimulation, de manipulation affective, d'appropriation frauduleuse. Il avançait une version des faits inversée, un récit alternatif dans lequel il devenait la victime d'un plan orchestré. Elle ne fut pas surprise. Ce genre de stratégie était typique de Julien. Retourner la situation, brouiller les responsabilités, exploiter les zones grises du droit et de la mémoire. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut l'annexe ajoutée au dossier. Une pièce jointe. Un enregistrement audio accompagné d'une transcription. Aline sentit une tension monter dans son dos. Elle lança le fichier sur son ordinateur. Julien y parlait. Sa voix, posée, faussement calme, expliquait à un interlocuteur invisible qu'il avait toujours voulu préserver son couple, qu'il s'était senti trahi par l'irruption soudaine d'un projet d'enfant, qu'il avait tenté de raisonner Aline, mais qu'elle avait refusé tout dialogue. Il affirmait l'avoir soutenue jusqu'au bout, puis avoir été mis à l'écart dès qu'elle avait appris pour l'héritage. Il disait tout cela d'un ton si assuré que, pendant quelques secondes, Aline en fut presque troublée. Mais elle se reprit. C'était une mise en scène, et cette bande était clairement montée. Elle identifia plusieurs coupures, des changements de ton abrupts, des silences suspects. Maître Hoffner confirma ses soupçons dès leur première réunion. Le fichier avait toutes les caractéristiques d'un montage. Il proposa de le faire analyser par un expert judiciaire. Aline accepta. Elle voulait que la vérité éclate, non seulement sur le fond de l'affaire, mais aussi sur les méthodes de Julien. Elle prépara une contre-attaque méticuleuse avec l'aide de son avocate. Tous les témoignages, les preuves de son expulsion, les messages laissés par Julien, les déclarations de Claire Delsart, son ancienne maîtresse, furent rassemblés dans un dossier chronologique. Une pièce en particulier allait jouer un rôle décisif. Un enregistrement qu'Aline avait réalisé, quelques jours avant d'être mise à la porte, où Julien affirmait clairement qu'elle ne garderait rien, ni l'appartement, ni son nom, ni un centime. Cet enregistrement, stocké jusque-là dans son téléphone, sans qu'elle sache vraiment pourquoi, devenait désormais une arme capitale. La date de l'audience fut fixée à la fin du mois. Aline se prépara sans relâche. Elle relut tous les éléments, fit des simulations avec son avocate, étudia les réactions possibles de la partie adverse. Elle voulait être prête à tout. Elle savait que Julien allait jouer la carte de l'émotion, qu'il allait tenter de séduire le tribunal, de se présenter comme un homme brisé par une épouse ambitieuse et froide. Mais elle n'avait plus peur de ce masque. Elle le connaissait désormais. Et elle savait que derrière le charme superficiel se cachait un vide moral impossible à dissimuler longtemps. Le jour de l'audience, elle arriva au tribunal vêtue simplement, sans ostentation, les épaules droites, le visage calme. Son ventre arrondi témoignait de l'imminence de la naissance. À ses côtés, son avocate la rassurait par sa présence solide. Julien était déjà là, en costume sobre, le regard assuré, accompagné de 2 avocats. Il lui adressa un sourire poli, presque moqueur. Aline ne répondit pas. Elle s'installa à sa place et fixa les juges, déterminée.
L'audience dura plusieurs heures. Les échanges furent tendus, techniques. Julien développa sa version, jouant la victime, répétant son discours bien rodé. Il parla du mariage comme d'un échec douloureux, insista sur son implication professionnelle, sa volonté de préserver une stabilité. Il évoqua même la grossesse comme une divergence irréconciliable de projets de vie. À plusieurs reprises, il laissa entendre que son exclusion de l'héritage relevait d'un abus de confiance. Il tenta de fragiliser Aline, de la faire apparaître comme calculatrice. Mais lorsque ce fut au tour de son avocate de parler, le ton changea. Elle déroula point par point la chronologie réelle des événements. Elle présenta les preuves d'abandon, les témoignages directs, les documents attestant des démarches de divorce initiées par Julien, et surtout l'enregistrement audio où il proclamait froidement son intention de tout lui retirer. La salle resta silencieuse lorsque l'extrait fut diffusé. Julien tenta d'interrompre, prétendant que le fichier était hors contexte, mais le juge le fit taire. Aline observa son visage changer, son assurance se fissurer. L'expert audio convoqué par la défense confirma ensuite les manipulations détectées dans la bande soumise par Julien. Le rapport était accablant. L'argument principal de l'accusation s'effondrait. L'avocate d'Aline conclut en insistant sur le caractère intentionnel des manœuvres de Julien. Il n'avait pas seulement menti, il avait tenté de réécrire les faits, de salir la réputation de sa cliente pour accéder à un bien qui ne lui appartenait pas. La stratégie était claire, méthodique et ne pouvait être ignorée par le tribunal. À la fin de l'audience, Aline se leva, salua les juges, puis quitta la salle sans un mot pour Julien. Elle ne ressentait ni triomphe, ni vengeance. Elle ressentait un soulagement austère, comme une page qui se tourne enfin. Julien resta quelques minutes figé sur sa chaise, le regard vide, entouré d'avocats qui feignaient la sérénité. Mais il savait. Il avait perdu bien plus qu'un procès. Il avait perdu son dernier levier. Le jugement serait rendu dans les semaines à venir. Mais Aline n'avait plus besoin de la décision pour savoir que le combat était derrière elle. Ce qu'elle avait défendu ce jour-là, ce n'était pas seulement un héritage. C'était son intégrité, sa dignité, sa capacité à ne pas se laisser effacer. Et rien de ce que Julien tenterait désormais ne pourrait changer cela. Les jours qui suivirent l'audience furent tendus. Aline poursuivit ses activités au domaine. Mais chaque courrier, chaque appel, chaque notification juridique faisait battre son cœur un peu plus fort. Elle savait que Julien n'abandonnerait pas si facilement, même si les preuves présentées avaient été accablantes. Il lui avait toujours montré qu'il préférait la confrontation à la défaite. Et même s'il n'avait plus d'arguments valables, il lui restait une dernière arme, l'intimidation, la rumeur, le bruit autour de l'affaire. C'était sa spécialité, sa manière de ne jamais perdre vraiment. Mais Aline avait compris depuis longtemps qu'il n'y aurait pas de paix tant qu'une décision officielle, nette et définitive ne serait prononcée. Le verdict fut rendu un vendredi matin. Un simple pli recommandé, remis en main propre. Elle l'ouvrit seule dans son bureau, à la lumière du jour filtrée par les rideaux beiges. Le tribunal avait tranché. Julien se voyait refuser toute prétention sur l'héritage. L'enregistrement audio, les preuves de montage, les témoignages accréditant la rupture antérieure à l'activation de l'héritage, tout avait été considéré. La juge, dans sa décision, soulignait le caractère manipulateur et malveillant des démarches de Julien, évoquant même une tentative manifeste d'extorsion patrimoniale. Mieux encore, le jugement stipulait qu'il ne pourrait plus intenter de nouvelles actions sur le sujet, faute de légitimité. Pour Aline, c'était plus qu'une victoire juridique, c'était une clôture, une frontière posée entre son passé et sa vie actuelle. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles concernés. Le domaine de Clerval avait été officiellement reconnu comme hors de portée de toute revendication. Aline, désormais libre de toute contestation, pouvait poursuivre ses projets sans crainte d'un retour en arrière. Elle ressentit un soulagement profond, sans euphorie, sans débordement. Une paix discrète, une respiration longue, attendue. Ce qu'elle avait défendu jusqu'ici n'était pas seulement un terrain ou une maison. C'était un projet de vie, une réparation, une sécurité pour l'enfant à venir. Mais Julien, fidèle à lui-même, ne resta pas silencieux. 2 jours après le verdict, une interview anonyme fut publiée dans un média local, mettant en scène un entrepreneur lésé par une succession familiale opaque. Le texte, visiblement dicté mot pour mot par Julien, dénonçait des pratiques douteuses, des exclusions injustifiées et une justice partiale.
Aucun nom n'était cité, mais les allusions étaient suffisamment claires pour semer le doute dans l'esprit de ceux qui connaissaient l'affaire. Le message était limpide. S'il ne pouvait gagner devant la loi, il essaierait de miner la réputation d'Aline. Face à cela, Aline ne répondit pas publiquement. Elle avait appris à ne pas nourrir les provocations. Au lieu de réagir dans les journaux, elle se concentra sur une action plus directe, plus efficace. Elle organisa une réunion au domaine avec ses partenaires, les artisans, les producteurs voisins, les membres de la coopérative viticole en cours de création. Elle leur exposa la situation sans phare, preuves à l'appui. Elle leur montra le jugement, les documents audio, les expertises. Pas pour se justifier, mais pour établir un climat de transparence. La confiance ne se défend pas par des discours, mais par des actes. En une matinée, elle retourna le discours de Julien contre lui. Les présents lui exprimèrent leur soutien sans réserve. Quelques jours plus tard, une journaliste locale spécialisée dans les domaines viticoles publia un article intitulé « Héritage, indépendance et renaissance. L'histoire du domaine Clerval ». Elle y racontait le parcours d'Aline, sans sensationnalisme mais avec rigueur. Elle détaillait les faits, appuyés par des extraits du jugement, et soulignait la capacité d'une femme seule à reprendre en main un patrimoine familial menacé. L'article fit parler dans la région. Et surtout, il fit taire ceux qui hésitaient encore. Julien, quant à lui, comprit que sa tentative de discrédit avait échoué. Il n'eut plus aucun levier, ni juridique, ni économique, ni social. Il disparut peu à peu des discussions, des réseaux, des radars. Il retourna probablement à ses anciens projets, loin d'Aline, loin du domaine, loin de tout ce qu'il avait cru pouvoir contrôler. Elle ne ressentit ni joie, ni vengeance. Seulement une forme de compassion sèche. Julien était incapable de construire sans détruire, et cela aucun jugement ne pouvait le réparer. Ce renversement marqua un tournant dans la vie d'Aline. Libérée du poids des procédures, elle put enfin se consacrer pleinement à la réouverture du domaine. Les travaux entraient dans leur dernière phase. Les premières bouteilles test étaient prêtes pour l'analyse. L'événement de lancement se profilait. Mais surtout, elle entrait dans le 9e mois de grossesse. Chaque mouvement du bébé la ramenait à l'essentiel. C'était pour lui qu'elle avait tout supporté. C'était pour lui qu'elle avait tenu bon, jour après jour, nuit après nuit. Elle avait créé un lieu, une mémoire, un avenir. La veille de son départ pour la maternité, elle fit une dernière promenade dans les vignes, accompagnée de l'un des ouvriers qui l'aidait depuis les débuts. Le soleil perçait entre les branches, les premiers bourgeons apparaissaient. Elle regarda autour d'elle et se dit qu'il n'y avait plus de bataille à mener, plus de comptes à régler. Tout ce qui importait désormais, c'était de transmettre. Pas la douleur, mais la résilience. Pas le conflit, mais l'héritage. Le domaine de Clerval était prêt. Elle aussi. Le lendemain, elle allait donner naissance à un fils, dans un monde qu'elle avait reconstruit, avec ses propres mains, ses propres choix, sa propre force. L'accouchement eut lieu un mardi matin, dans la petite maternité de Colmar où Aline avait choisi de se faire suivre depuis son arrivée en Alsace. Tout s'était déroulé sans complications majeures, dans une pièce baignée d'une lumière douce, entourée d'une équipe attentive et respectueuse de son histoire. Aline, seule mais résolument sereine, avait affronté cette ultime épreuve avec une force silencieuse, forgée dans des mois de lutte, de solitude et de renaissance. Quand le cri du nouveau-né résonna dans la pièce, elle sentit quelque chose se relâcher profondément en elle, comme si tout ce qu'elle avait enduré trouvait enfin sa résolution dans ce moment précis. Ce n'était pas la fin d'un combat, c'était le commencement d'autre chose, le début d'une vie tournée vers l'avenir. Elle nomma son fils Louis, un prénom simple, fort, qui appartenait autrefois à son arrière-grand-père, un homme de la terre lui aussi, qui avait toujours cru à la transmission, à la valeur des racines. Aline, en regardant le petit visage de son enfant, savait qu'elle ne lèguerait pas la douleur, ni l'abandon, ni la trahison. Elle lui lèguerait l'histoire d'une femme qui s'était tenue debout, envers et contre tout. Les jours suivants, elle resta à la maternité, reprenant doucement ses forces, entourée de l'attention bienveillante du personnel. Le domaine tournait sans elle, preuve que les bases qu'elle avait posées tenaient. Chaque appel qu'elle recevait des équipes sur place lui confirmait que tout continuait à se dérouler comme prévu. Le chantier des rénovations s'approchait de la fin. Les cuves étaient installées. Le site internet allait être mis en ligne. Les premières demandes de visite affluaient déjà. Une semaine plus tard, elle rentra à Clerval avec Louis dans les bras. Les gardiens du domaine,
émus, l'accueillirent à la grille. Une chambre avait été préparée pour le bébé, lumineuse, simple, avec des meubles anciens restaurés par un artisan local. Aline s'y installa sans difficulté. Les jours prenaient un rythme nouveau, fait de tétés, de nuits courtes, mais aussi de marches dans les vignes, d'instants suspendus, de silence plein. Louis dormait paisiblement contre elle pendant qu'elle relisait les contrats, répondait à des courriels, supervisait les derniers détails logistiques. Elle avait trouvé un équilibre inattendu. Être mère et dirigeante n'étaient pas des rôles incompatibles. Au contraire, chacun nourrissait l'autre. Au printemps, elle lança officiellement la première cuvée sous le nouveau nom du domaine, Domaine Moreau-Léger. Elle avait voulu honorer le nom de son grand-père, mais y ajouter une touche personnelle, une signature. Le mot « léger » n'était pas un patronyme, mais un hommage discret à un poème qu'elle aimait, une promesse de légèreté retrouvée après des mois d'oppression. Les bouteilles, élégantes, au design épuré, furent rapidement remarquées dans les salons régionaux. Les critiques louaient la qualité du raisin, le respect du terroir, la fraîcheur de la démarche. Mais plus encore, les visiteurs étaient touchés par l'histoire humaine derrière le vin. L'histoire d'une jeune femme revenue sur les terres de son enfance pour bâtir quelque chose de nouveau, de juste, de durable. Le domaine devint aussi un lieu d'accueil. Aline lança un programme de résidence artistique, accueillant écrivains, peintres, musiciens. Les anciens chais furent transformés en ateliers. Une bibliothèque ouverte au public vit le jour dans l'aile est de la maison principale. Elle y fit venir des classes de lycéens, organisa des lectures, invita des femmes à témoigner de leur parcours. Chaque événement portait en lui une part de sa propre histoire, mais transformée, élevée, offerte à d'autres. Il ne s'agissait pas de raconter sa souffrance, il s'agissait de montrer ce qu'on peut en faire. Édith, sa tante, vint s'installer au domaine pour l'aider avec Louis. À sa manière discrète, elle prit une place centrale dans cette nouvelle organisation. Elle s'occupait du jardin, préparait les repas, tricotait des couvertures. Les deux femmes, jadis éloignées par les silences familiaux, avaient construit un lien solide. Elles ne parlaient pas toujours beaucoup, mais tout passait par les gestes. Aline savait qu'elle n'aurait jamais tenu sans elle, et Édith, de son côté, semblait revivre dans cette maison pleine de voix, de mouvements, de projets. Julien, de son côté, avait totalement disparu. Après sa tentative de manipulation échouée, il n'avait plus donné signe de vie, ni message, ni procédure, ni apparition. Il n'avait pas reconnu Louis, et Aline ne l'avait pas inscrit sur l'acte de naissance. La décision avait été prise sans hésitation. Elle ne voulait pas d'un lien juridique. Elle ne voulait pas d'un nom associé à celui qui avait voulu les effacer. Louis grandirait avec un seul nom, celui de sa mère. Et plus tard, quand il poserait des questions, elle lui dirait la vérité. Pas pour le blesser, mais pour lui permettre de construire son identité sans illusion. Un soir d'été, Aline s'assit sur la terrasse du domaine, un verre de sa propre cuvée à la main, pendant que Louis dormait dans la pièce voisine. Le soleil se couchait lentement derrière les vignes. Le silence n'était plus pesant, mais apaisant. Elle repensa à tout ce chemin parcouru, aux doutes, aux peurs, aux nuits d'angoisse. Elle pensa aussi aux moments de joie, aux rencontres décisives, aux choix cruciaux. Elle se dit que rien n'avait été facile, mais tout avait eu un sens. Ce qu'elle avait reconstruit n'était pas une simple entreprise. C'était un lieu d'ancrage, une réponse à l'abandon, un contrepoint à la destruction. Elle n'était plus celle qu'on avait rejetée sans explication. Elle était devenue celle qui crée, qui relie, qui transmet. Et elle savait désormais que personne ne pourrait plus lui prendre cela. Pas même le passé, pas même les souvenirs. Le domaine était à elle, la paix aussi. L'été avançait lentement sur les terres du domaine Clerval, baignant les rangs de vignes d'une lumière dorée et constante. Les grappes commençaient à grossir, promettant une récolte généreuse pour les vendanges à venir. Aline, désormais pleinement installée dans son rôle de mère et de gestionnaire, menait sa vie entre les responsabilités du domaine et celles de la maternité avec une précision tranquille. Louis grandissait bien rieur, calme, curieux du monde autour de lui. Il avait déjà un coin préféré dans le jardin, un espace ombragé près des oliviers où Édith avait installé une petite couverture et quelques jouets en bois. Aline, souvent en réunion ou dans les vignes, revenait toujours vers lui avec la même impatience tendre, comme si chaque instant passé loin de son fils lui rappelait ce pourquoi elle avait tant lutté. À l'intérieur du domaine, les choses s'étaient stabilisées.
Les premières bouteilles vendues avaient permis de sécuriser les finances. Le bouche à oreille fonctionnait. Les visiteurs ne venaient pas uniquement pour le vin, mais aussi pour découvrir ce lieu habité, vivant, ouvert. L'ancienne maison, autrefois silencieuse et repliée, accueillait désormais des ateliers de lecture, des cours de cuisine locale, des expositions d'artisans. L'équipe en place, constituée de gens du village et de jeunes professionnels venus de Colmar ou de Strasbourg, formait un noyau stable. Aline avait su créer un espace de confiance, où chacun savait pourquoi il travaillait et pour qui. En septembre, elle organisa un grand événement, une journée d'ouverture aux familles du village et des alentours. Ce fut la première fois qu'elle ouvrait entièrement les portes du domaine au public depuis sa réouverture. Elle prépara cet événement comme on prépare une fête d'anniversaire. Tout devait être impeccable, mais chaleureux. Pas d'apparat, pas de discours pompeux, juste une volonté claire de partager quelque chose qui dépassait la simple activité commerciale. Elle fit installer des tables sous les arbres, aménagea des coins de jeu pour les enfants, invita un groupe de musique locale. Des producteurs partenaires tinrent des stands. Des habitants proposèrent leurs spécialités culinaires. L'ambiance fut simple, joyeuse, sincère. Ce jour-là, Aline prononça un discours bref, sans papier, sans notes. Elle se leva devant les invités, un verre à la main, et parla d'une voix claire. Elle raconta, sans entrer dans les détails douloureux, qu'il y a 1 an encore, elle ne savait pas où elle allait, qu'elle avait tout perdu en pensant avoir tout construit, qu'elle avait été rejetée, humiliée, mais qu'un souvenir, une lettre oubliée, une transmission silencieuse l'avait ramenée ici, sur ces terres. Elle expliqua que ce domaine n'était pas simplement une exploitation viticole, c'était un choix, une promesse, un nouveau départ, et que ce qu'elle espérait désormais, c'était transmettre autre chose à son fils que la peur ou la colère, qu'il grandisse ici, entouré de vérité, de travail, de beauté et surtout de respect. Les invités l'applaudirent longuement. Certains étaient émus, d'autres impressionnés, mais tous comprenaient, d'une manière ou d'une autre, que ce qu'elle avait accompli dépassait les frontières du vin ou de la terre. Elle avait bâti un lieu avec une âme, un lieu qui portait la mémoire d'un passé difficile, mais qui regardait l'avenir sans amertume. Après le discours, Aline retourna vers Louis, qui dormait paisiblement dans les bras d'Édith. Elle s'assit à côté d'eux, écoutant la musique s'élever dans le jardin, les rires d'enfants, les verres qui s'entrechoquaient. Elle regarda autour d'elle. Les pierres de la maison semblaient moins lourdes, les arbres moins solitaires. Tout respirait enfin. Elle ne pensait plus à Julien. Il n'était plus qu'un fragment lointain, dénué de pouvoir. Il n'avait pas sa place ici, et il n'en aurait jamais. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'elle construisait jour après jour, les habitudes. Les récoltes, les projets, les réveils de Louis, les réunions d'équipe, les rêves nocturnes sans cauchemar. Elle avait appris à se passer d'approbation extérieure, à se faire confiance, à comprendre que l'amour véritable commence par celui qu'on se porte à soi-même, et qu'aucun homme, aucun abandon, aucun rejet ne pouvait effacer cela. Quelques semaines plus tard, elle commença à écrire un carnet destiné à son fils, une sorte de journal de bord, où elle racontait les premières années du domaine, les choix faits, les erreurs commises, les réussites inattendues. Elle voulait qu'il sache un jour tout ce que ce lieu représentait, non pas comme un fardeau à porter, mais comme une base solide sur laquelle il pourrait s'appuyer ou s'éloigner. Elle ne le forcerait jamais à reprendre le domaine, mais il en connaîtrait l'histoire. Et il comprendrait que sa mère avait tout fait pour transformer un effondrement en fondation. Un matin, alors que l'automne s'installait doucement et que les feuilles commençaient à rougir, Aline marcha dans les vignes avec Louis contre elle. Elle lui montra les premiers raisins mûrs, les outils de récolte, les gestes des ouvriers. Elle lui parla à voix basse, comme si chaque mot devait s'imprimer doucement dans sa mémoire. Elle lui dit qu'il était né ici, dans ce silence riche de vie, qu'il n'était pas un accident, mais une évidence, qu'elle ne savait pas encore quel homme il deviendrait, mais qu'elle serait là toujours, non pas pour le guider, mais pour l'accompagner, pour l'aimer sans condition, pour lui laisser un monde à sa mesure. Et tandis qu'elle avançait, son pas sûr, le vent léger, le soleil bas, elle sut que, quoi qu'il arrive désormais, elle avait gagné. Pas contre Julien, pas contre les tribunaux, mais contre l'idée même qu'une vie pouvait être volée. Elle avait repris la sienne, morceau par morceau, et elle en avait fait quelque chose de beau, d'utile, de vivant. Louis, blotti contre elle,
ouvrit les yeux. Et dans ce regard clair, Aline vit non pas la fin d'un chapitre, mais le commencement d'un véritable héritage, le sien, le leur, pour toujours.